Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de ce contre-la-montre de cette troisième étape du Tour de Romandie entre Châtel-Saint-Denis et Châtel-Saint-Denis, 19 km aujourd'hui, et un contre-la-montre qui a été assez animé quand même parce qu'on ne savait pas trop quel profil de coureur pourrait être intéressé. La côte était certes longue, 4 km 5 km, mais n'était pas non plus très pentue. Donc on se disait, est-ce que les grands gabarits vont quand même réussir à sauver la face sur ce passage-là? La descente avait l'air d'être très rapide. En plus, on pensait peut-être à des risques de pluie. Donc on se disait, est-ce que les derniers coureurs vont pas avoir des conditions humides, ce qui pourrait modifier le classement général et favoriser les coureurs qui partent en premier? Eh bien que nenni, il n'y a pas eu de pluie et c'est plutôt les grimpeurs qui ont été performants, comme on voit le top 30 du côté de ce classement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre en place, vous pouvez faire un super thanks. Et puis quand vous vous abonnez également, vous pouvez voir EPS 2.0, écouter surtout EPS 2.0. Et puis allez voir TikTok également, l'Amérique Production, pour avoir le débrief rapide des courses. Je peux même vous dire que c'est en train d'uploader. On commence tout de suite avec ce Tour de Romandie, avec cette étape numéro 3. Donc voilà, c'est un contre-la-montre qui est assez particulier avec une bosse au milieu. Et Juan Ayuso s'en est très bien sorti, le coureur espagnol, qui je rappelle est sur sa course de reprise, c'est que son troisième jour de course, mais la forme est déjà là. Du côté de Juan Ayuso, il a pris des très bonnes trajectoires parce qu'il y avait quelques virages, notamment il y avait une épingle sur la première partie de course, il y avait dans la descente, il y a des coureurs qui ont perdu beaucoup de temps dans la descente, je pense à Damiet, il a perdu 15 secondes quasiment dans la descente. Donc il y avait vraiment des passages où tu pouvais gagner du temps en étant doué sur le vélo, et ça Juan Ayuso a réussi à le faire. Et puis après dans la montée ça tournait bien les jambes. C'est vrai qu'il y a des coureurs qui ont eu tendance à emmener des trop gros braquets. Je pense notamment à Rémi Cavagna, à un moment il avait un braquet énorme, il voulait pas redescendre de plateau. C'était une erreur. Je pense qu'il fallait vraiment bien tourner les jambes dans la montée pour garder aussi une belle cadence de pédalage et surtout une belle vitesse. Il fallait garder un bon rendement dans cette montée. Juan Ayuso l'a bien compris, donc vraiment une belle victoire. Et puis ça lui permet, on va regarder tout de suite le classement général également. Il n'est pas encore en ligne, mais je crois que ça lui permet également de prendre la tête du classement général. De toute manière, vous aurez le classement général dans la description de la vidéo. On peut peut-être faire un check rapide. Voilà, ça a dû être affiché, et voilà, il est en tête du classement général avec 18 secondes d'avance sur Matteo Jorgensen et Tobias Foss. Et deuxième donc de ce chrono, Matteo Jorgensen. Moi, c'était mon petit favori pour aujourd'hui, Matteo Jorgensen, pour tout vous dire, parce qu'il a toujours été plutôt bon sur les chronos. Le seul doute que j'avais, c'est que c'est quand même un grand gabarit, même s'il pèse que 65-66 kg, et je me disais, ça va peut-être être compliqué dans la descente, parce que quand vous faites plus d'1m85, parfois, c'est compliqué de prendre des bonnes trajectoires, parce que vous avez un centre de gravité qui est beaucoup plus haut. Et non, Matteo Jorgensen, il a fait une très belle descente, il a vraiment bien pris les bonnes trajectoires, il n'a pas pris trop de risques non plus. Donc belle perf de la part du concurrent américain, voilà, qui est donc à seulement 5 secondes de Ayuso. Bon, voilà, il n'y a pas de surprise. Adam Yates, dommage la descente, parce que sinon il aurait pu faire il aurait pu être dans le paquet aussi, Adam Yates, mais il perd beaucoup trop de temps dans la descente, et vraiment il perd 15 secondes, c'est-à-dire qu'il passe en tête au point intermédiaire numéro 2 et il finit à 17 secondes. Alors je crois qu'il n'y a que Ayuso qui lui est passé devant au final. J'ai l'intermédiaire, c'est Ayuso. Hop là, je le prends là chez moi, l'intermédiaire. Non, c'est même Adam Yates qui est devant Ayuso à l'intermédiaire. Ayuso, il a fini très fort, parce qu'il était à 4 secondes de Jorgensen, mais il a réussi à en remettre aussi sur le plateau lorsqu'il fallait remettre de la puissance. Et Adam Yates, il perd beaucoup de temps dans la dernière partie de course. Peut-être qu'il avait pris aussi un braquet un peu trop petit, Adam Yates. Ça peut arriver parfois qu'on choisisse un grand braquet peut-être un peu trop petit pour une montée comme ça. Bon, Nelson Oliveira 4, Will Barta 5. Pour moi, Will Barta, c'est presque une surprise de le voir quand même dans le top 10.
parce que Mondelson Oliveira, on sait qu'il a des qualités en contre-la-montre, mais Will Barta, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien aujourd'hui, pour tout vous dire. Qu'il soit dans le top 10, c'est plutôt une belle perf. Caruso 6, 20 secondes, c'est mieux que le prologue. Parce que le prologue de Caruso, il n'était pas foufou du souvenir que j'avais. Donc ça s'est un peu mieux passé pour lui dans ce chrono. Par contre, pour la victoire, il est à 32 secondes. Il passe même devant son coéquipier Gino Mader. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi dans la hiérarchie de l'équipe. Parce que Caruso, il a quand même vraiment besoin de se rassurer, parce que ça fait depuis un an et demi qu'on essaye vraiment de retrouver le niveau qu'il avait en 2021, où c'était un petit peu compliqué. Michael Berg et Tobias Foss 8e. Bon, bah Tobias Foss, le poids, 74 kilos. Sur une montée comme ça, c'est trop. Et c'est là où on peut quand même se poser des questions sur ses capacités à jouer le général demain. Parce que, alors certains m'ont dit, oui, il a fait 9e du Giro. Alors déjà, est-ce qu'il n'était pas un peu plus maigre à l'époque où il a fait 9e du Giro, mais quand on regarde un petit peu ses performances sur les courses par étapes, alors il a été équipier quelquefois, il faut le dire, mais c'est pas si dingue que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette 9e place sur le Giro, vous avez 2 top 10, 2 top 5 je crois même sur le Tour de l'Algarve, et il y a un top 10 sur le Tour de Hongrie lors de sa première année chez Jumbo. Ce qui est pas si dingue que ça. Donc demain, il faudra voir si, j'espère qu'il va pas craquer Tobias Foss, parce qu'il l'a dit un petit peu dans la presse, je veux montrer que j'ai le talent pour être un leader sur les courses, les grands tours. On sait qu'il est regardé par de nombreuses équipes. S'il fait un bon résultat sur ce Tour de Romandie, ça pourrait faire monter les enchères. S'il n'a pas un bon résultat sur ce Tour de Romandie, peut-être que sa cote va légèrement diminuer. Gino Mader 9, Max Pool 10. On va redescendre un petit peu. Terrada, quand même, bon chrono. Ça aussi, parmi les surprises, à 33 secondes, 14e, c'est plutôt pas mal pour un gabarit comme Terrada. Surtout que c'est pas forcément un coureur qui a fait un grand début de saison. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une belle perf. Lenny Martinez, 16e. Là, c'est bien aussi ce qu'il fait, Lenny. Alors certes, c'est un contre-la-montre en montagne, mais c'est quand même un tout petit gabarit. Il doit faire 50 kg, Martinez, donc dans la descente, plus vous êtes lourd, plus vous prenez de la vitesse quand même. C'est un peu le principe du bobsleigh. Donc du côté de Lenny Martinez, il rend quand même 10 kg à d'autres coureurs. Donc forcément, dans les descentes, il prend moins de vitesse. Donc ça veut dire qu'il a été très bon techniquement. Voilà, il a fait un bon chrono. Joel Suter 17, Thibaut Pinot 18. Moyen, je dirais moyen correct, voilà, pour Thibaut Pinot. On savait que dans la descente, ça allait être compliqué quand même pour Thibaut Pinot, parce que il a jamais aimé vraiment les hautes vitesses, et là il y avait des hautes vitesses. Après, il pourra dire qu'il finit quand même devant Rémi Cavagna, donc c'est pas si mal que ça. Cavagna, donc 46 secondes, mais alors lui aussi, la descente, c'est les trajectoires sur la dernière partie de course. Même dans le dernier kilomètre, si on prend que le dernier kilomètre, on peut faire beaucoup mieux en termes de trajectoire. Parce que voilà, il finit quand même 5 secondes derrière Cerny, donc c'est pour dire quand même que normalement il aurait dû finir devant. Et du côté de Rémi Cavagna, il y a trop d'erreurs de trajectoire, il y a trop d'erreurs de technique sur le vélo, même quand on voit le choix du plateau, quand il prend grand plateau tout petit, au niveau des pignons, qui prend grand plateau d'un côté. Et qu'il a la chaîne complètement croisée au niveau du pignon. Non, ça c'est pas bon, donc forcément t'as plus de frottement, donc une moins bonne performance. Il y a plein d'erreurs comme ça qui multiplient au fur et à mesure. Ethan Ether, donc 21e, c'est pas dingue. Et puis Bardet, donc assez incompréhensible quand même, Romain Bardet, parce qu'il fait un super prologue. Il est plutôt performant sur les 2 premiers jours. Après, il dit qu'il est fatigué, donc peut-être que là, ça a joué. Mais c'est pas la première fois qu'il réussit bien sur des petits contre-la-montre et qu'il a un peu plus de mal sur des plus longs contre-la-montre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des petits soucis au niveau de la gestion de l'effort ou est-ce qu'au niveau de sa position sur le vélo, on sait que c'est quand même aussi un gabarit, c'est un gabarit un peu à la Andy, à la Frank Schleck, c'est-à-dire que c'est un long torse pour pas des si grandes jambes que ça, Romain Bardet. Donc est-ce qu'il a une position très recroquevillée sur le vélo et qu'au bout d'un moment sur les longs contre-la-montre ça peut poser problème, ça peut créer des soucis au niveau physique. Ça c'est des questions qu'on peut se poser, mais chez DSM sur la dernière partie de course ils ont tous un peu raté leur descente chez DSM. Donc est-ce que c'est le choix de vélo?
le choix de roue, ou peut-être tout simplement un développement sur le vélo qui est moins bon. Ça, c'est des questions qu'il faudra se poser. Heitebrook, pardon, 33e avec Baumgart, ça c'est pas fou non plus. Egan Bernal à la minute. Il y a quand même du mieux pour Egan Bernal, j'ai l'impression, sur ce Tour de Romandie. Thomas Glog, 49e, donc chez Jumbo, il n'y a plus de monde pour le général. C'est Tobias Foss parce que Glog c'est quand même bien planté. Kreuzweig aussi un petit peu loin. Masnada aussi, c'est pas dingue qu'une 22 sur un chrono comme ça. Kort Nielsen, j'ai l'impression qu'il est un peu moins en forme que sur d'autres courses, hein, Kort Nielsen. Seulement 55e. Et puis après, bon, un Michael Woods à une 42, c'est pas une surprise de le voir aussi loin. Et puis après, bon, voilà, il n'y a pas de grande surprise sur la suite de ce classement. On regarde l'étape de demain, tout de suite. L'étape de demain qui sera l'étape vers Thion 2000. Pas une étape facile entre Sion et Thion 2000, vous voyez, 162 km avec 5 difficultés au programme pour arriver jusqu'à Thion 2000. On commence par la première qui sera la montée de Chamoson. Chamoson, c'est très court, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un 2 km, 1 km à 8%, ensuite c'est beaucoup moins difficile, 5,5 et 6,2 sur le sommet, donc là il n'y a pas une grande surprise. Chamoson, ça permettra peut-être à l'échappée de sortir. Mais bon, c'est vraiment pour mettre une petite difficulté en début de parcours et surtout pour pas démarrer au pied d'une côte de première catégorie parce qu'on va repasser à Sion au kilomètre 30 et là on démarrera les montées beaucoup plus longues, notamment la deuxième montée du jour, la montée de Anzer, 14 km 6 à 6,9 de moyenne, 1539 mètres d'altitude, faut le prendre en compte parce que on est quand même sur une journée où on est aux alentours de 1500 à 2-3 passages plus 2000 mètres à l'arrivée. Donc du côté de Anzer, c'est assez régulier, on va dire au niveau de la pente. Il y a juste 1 kilomètre où il faut faire attention, qui est à 8,4%, voilà, pendant 2 km, où c'est un petit peu plus dur, mais sinon c'est plutôt assez régulier. On est entre 6,5 et 7 sur une route, voilà, qui est plutôt large. Enfin, sur le Tour de Romandie, on a rarement des routes super étroites. On a souvent parfois des grosses routes sur ces montées. Un peu la particularité de la Suisse. Et cette montée de Anzer, elle est en plus loin de l'arrivée. Donc elle ne devrait pas permettre de faire des différences. Parce qu'on sera encore à plus de 120 km de l'arrivée. Et en plus, il y a une grosse période de transition. Ensuite, on a la montée de Lens, 3 km 6 à 6,8 de moyenne. Vous voyez cette montée particularité. Les 500 premiers mètres sont à 11,6%. Et puis ensuite, on a un passage à 7,9. Mais je dirais qu'on est entre 6 et 7,5. C'est à peu près c'est à peu près le niveau de cette montée, mais qui est quand même un petit peu irrégulière sur les 3 premiers kilomètres. Voilà, donc il faut faire un petit peu, sur les 3 premiers kilomètres, sur le premier kilomètre et demi, donc il faut faire un petit peu attention à ça, mais on est encore loin de l'arrivée, on est encore à plus de 100 km de l'arrivée. Passage à Granges, passage à Saint-Léonard pour le sprint intermédiaire au kilomètre 92, c'est-à-dire à 80 km de l'arrivée encore, et on aura l'avant-dernière montée du jour, qui est là, très compliquée, et cette fin de journée, on aura peu de temps de répit avec la montée vers Suène, 14 km à 6,6 de moyenne, côte de première catégorie. Alors vous voyez cette montée de Suène, la première partie de montée est pas si évidente que ça, 7,9, 7,5, 8,1%, 8,7, 8,5. Et puis ensuite, plus on s'approche du sommet, plus c'est facile. Et je dirais qu'il considère qu'elle fait 14 km cette montée. Bon, je pense qu'on pourrait dire qu'elle s'arrête au kilomètre 11 parce que les 3 derniers kilomètres sont quand même quasiment plats, pas très pentus. Donc ça sera pas très difficile, mais vraiment, faut faire attention. Je dirais entre le kilomètre 3 et le kilomètre 6, on va avoir des pourcentages au-delà de 8%. Donc ça pourrait faire un petit peu des dégâts. Et puis on attaque le sprint intermédiaire avec le deuxième qui sera au kilomètre 133,5. Sion, rue de la Dixence, qui sera le pied de cette montée vers Thion 2000. 21 km de montée à 7,9 de moyenne. Classé hors catégorie, 2090 mètres d'altitude au sommet. Ils ont menti, on n'arrête pas à 2000, mais à 2090 à Thion 2000. La particularité de Thion 2000, là vous pouvez déjà commencer à le voir, c'est que les pentes les plus dures sont plutôt sur la deuxième partie de montée. C'est pas si souvent que ça arrive sur les montées. C'est-à-dire que souvent on a des pentes importantes sur la première moitié, puis plus on se rapproche des sommets, plus on a des pentes, je dirais, un peu plus faciles. Là, c'est un petit peu l'inverse. C'est vraiment sur la deuxième partie de montée
qu'on va avoir des pentes très compliquées. Et dans ce genre de cas, ça va être de la régalade pour les grimpeurs parce que le passage à 11%, qui est quand même encore une fois à quasiment 10 km de l'arrivée, forcément ça va donner des idées. Et puis ensuite, on a 3 km qui sont difficiles, 9,7, 9,9, 9,5 et même 9%. Ça continue entre le kilomètre 18 et le kilomètre 19. Là aussi, ça va être intéressant. Les 2 derniers kilomètres sont à 7,1 et à 7,7, mais vous voyez, tout ce passage-là va être compliqué, alors que la première partie de montée est un peu plus facile. On sera entre 5,5 7% sur la première partie de montée, mais vraiment à partir du kilomètre 11 et ce passage à 8,7 plus le passage à 11%, ça va être beaucoup plus compliqué. Eh bien, on fera le débrief demain de cette étape sur YouTube. Sur TikTok également, juste après l'arrivée, on se retrouve, je pense, sur YouTube à 21h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!